Bonjour et bienvenue dans ce 93e épisode, 93e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 7 juin 2023. Je suis Denis Voituron, accompagné comme d'habitude de ma petite équipe, dont Christophe Peugnet, dont Adrien Clairbois, il y a Laurent Kempé qui se trouve là aussi, et plein d'autres qui se trouvent dans le chat sur Teams. Donc si vous voulez être prévenu, je le dis à chaque fois, nous enregistrons un épisode à peu près une fois par mois. Venez simplement vous inscrire sur devapps.ms et vous recevrez un email de temps en temps avec la date et l'heure précise de l'enregistrement. Et aujourd'hui, nous recevons Gwenaëlle Irien, si je prononce bien, c'est juste Gwenaëlle Irien. Irien, pardon, voilà. Qui est Agile Practice Technical auprès de la société Neosoft Group. Et tu vas venir aujourd'hui nous parler d'agilité pour aller vers une responsabilité numérique dans nos pratiques. Mais avant ça, est-ce que tu peux peut-être d'abord te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et puis nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il se cache derrière ces différents mots d'agilité, de responsabilité, de numérique, etc. Ah ouais. Il y en a du vocabulaire, hein. Bienvenue dans le monde des agilistes, on en a. On a l'habitude d'avoir du vocabulaire un peu bizarre, nous, dans l'informatique. Hein. Il y a plein de mots comme ça où il faut des explications derrière pour essayer de les comprendre. Mais on va être là aujourd'hui pendant 1 heure pour pouvoir essayer de comprendre tout ça. Ça marche. Donc oui, je suis Gwenaëlle Irien. Alors, j'ai eu un parcours d'études mouvementé, j'ai fait plein de choses, mais au bout d'un moment, je me suis reconvertie en informatique et j'ai été développeuse pendant plusieurs années. J'ai adoré ça, notamment vraiment les guides flow et la qualité, les tests. Ça a été mon grand truc. Et j'étais avec des gens qui étaient obsessionnels dessus. Du coup, j'ai appris des trucs vraiment chouettes. C'était super sympa. Et d'autres, des obsessionnels de ce genre de choses, il y en a d'autres dans le chat. Hein. Il y a Laurent notamment avec le Git et autres, et pas que. Il est là aussi. Ok, bah top. Et du coup, ça a été une première pierre pour moi sur le fait de se dire attends, mais quand je code, combien ça pèse, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, comment je peux le faire mieux, tout ça. J'étais un peu la nana sur le plateau qui fait chier, mais qui fait que quand on me pose des questions, ça apporte des trucs. Et puis au bout d'un moment, alors peut-être que je les embêtais trop, je sais pas, ils m'ont dit mais c'est vachement bien quand tu t'occupes des humains, tu voudrais pas plus t'occuper de l'équipe, faire l'amélioration continue, tout ça. Et donc petit à petit, j'ai migré vers Scrum Master. Je vous jure que je codais pas trop mal, hein. N'empêche que du coup, j'ai changé petit à petit. Et puis au bout de quelques années de ça, pareil, j'ai fini par arriver dans la grosse case des coachs agiles. J'ai fait un parcours qui a été vraiment intéressant parce que pendant 1 an, j'ai été éduquée entre guillemets par une bande de 10 coachs agiles de l'ESN que j'avais rejointe à l'époque, qui s'appelait SOAT, qui n'existe plus maintenant. Et j'ai eu la chance vraiment de travailler avec des gens très compétents, intéressants, qui m'ont vraiment fait grandir. Et plus j'ai grandi dedans, plus je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'ai une casquette plutôt de coach pro pour accompagner plutôt les directions, parce qu'il y a des choses que j'arrivais pas à comprendre, notamment en systémique. Donc ça a été très intéressant pour moi. Donc c'est l'étude des systèmes, des normes et comment est-ce qu'on fait évoluer les habitudes. Et en parallèle de ça, j'ai toujours été passionnée par le climat, et plus particulièrement comment est-ce qu'on fait pour pas que ça se finisse pas trop mal, cette histoire de l'humanité sur les billes bleues qui tournent dans l'espace là. Et donc j'ai commencé à demander de plus en plus de place pour faire des fresques du climat, des fresques du numérique, et puis à apporter de manière générale du numérique durable. Et donc je me suis rendu compte, et c'est l'objet de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui par rapport à la conférence Green Agile que je donne depuis 1 an, qu'en fait, quand on est coach agile et qu'on fait de l'accompagnement au changement, on fait le même jeu que quand on veut faire de la transition climatique. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes jeux. Et donc voilà, je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui. Ah, on t'entend pas, Denis? Si j'appuie pas sur le bon bouton, après des années, ça devient quand même grave. Non, je disais, on te laisse la parole et tu vas pouvoir effectivement nous parler de tout ça. Si tu as des choses à partager en niveau des slides ou des choses pareilles, n'hésite pas, tu partages ton écran et sinon on t'écoute. Et je laisse mes camarades aussi t'interrompre pour pouvoir leur poser, pour qu'ils puissent te poser des questions. Et on est très doués pour ça, tu vas voir. Ok. Alors si ça vous va, je vais laisser les slides défiler comme ça, je vais me projeter directement, j'ai qu'un seul écran, et donc ça va me permettre de faire du tap switch tranquillement. C'est l'automne, tiens. Oui, alors voilà, ça fait partie de l'histoire, attendez. Attends, du coup, cette conférence, elle a 1 an, et j'ai commencé à la donner justement au niveau de l'automne. Je m'étais dit, bon, je fais une saison automne, et puis après, je ferai d'autres couleurs pour le printemps, et puis en fait, j'ai été tellement débordée que non, ce sera la saison automne pour toute l'année. Ça va, ça va.
Cette conférence-là, si vous voulez la voir vraiment dans son format, quand je suis en train de la donner dans différents endroits, aux Agile Tours, dans des universités, vous pouvez la retrouver vraiment en rediffusion sur YouTube. Je me suis dit que ce qui serait intéressant aujourd'hui, ce serait plutôt de vous raconter pourquoi elle existe. Alors bien sûr, le sens qu'elle apporte, hein, mais du coup, vous n'allez pas avoir besoin des slides pour pouvoir écouter, ce qui est une bonne chose vu qu'on est en train de faire un podcast. Donc Ouais. c'est parti. Donc Green Agile. Alors, la genèse de cette conférence-là, on m'a demandé en tant que coach agile de parler de comment est-ce qu'on peut apporter du numérique responsable et quels sont les liens entre l'agilité et le numérique responsable, donc entre agilité durable, numérique responsable, tout ça. Au début, je me suis dit que j'avais pas forcément des choses à dire. Peut-être le petit syndrome de l'imposteur habituel qu'on peut se traîner, hein, mais donc je me suis beaucoup posé la question de savoir déjà qu'est-ce qui existe sur Internet, quel est le contenu. Parce qu'une des règles du numérique responsable, c'est bon, on va peut-être pas en rajouter sur en rajouter. Donc réfléchissons d'abord à pourquoi on crée les choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses par des gens super, hein. La communauté numérique responsable est très vivante, il y a plein de monde, et donc j'ai vu des choses super par Octo, par Zenica, par l'INR, par Green Native, hein. Mais on parlait pas trop du parallèle entre l'agilité et ce que tu vis en tant qu'agiliste dans les équipes par rapport à l'accompagnement au changement et ce que tu vis quand tu as envie de faire bouger ton entreprise sur les questions du climat. Et donc je me suis dit, bon, ok, j'ai pas trouvé de truc à ce moment-là, allez, vas-y, on va en parler. Et donc c'est l'objet de Green Agile. Alors, comment est-ce que ça marche pour faire défiler? Ok, oh trop bien, c'est vraiment trop chouette. Hop, me présenter, c'est bon. Au début de la conférence, il y a une slide sur laquelle j'insiste pas mal, et que donc je vais pas vous décrire tout, mais en gros, il y a vraiment toutes les ressources sur lesquelles je me base, pour créer cette conférence-là. Et ce que j'explique, c'est que quand on est en train de travailler sur toutes les questions de la transition, climatique, sur le numérique responsable, on va constamment être, en face du fait qu'on ne sait pas tout maintenant, qu'on est en train de calculer, de mettre des indicateurs, de tester des choses et qu'on va se rendre compte au final que des fois, il y a des trucs, c'est pas une bonne idée ou c'est pas la bonne façon de le faire ou il y a une façon beaucoup mieux de le faire. En tant que dev, bah, c'est ce qu'on connaît avec les nouvelles releases de tous les langages qu'on peut utiliser, des frameworks, il y a toujours une nouvelle façon de faire les choses. Et d'une certaine manière, en tant que dev, on a une sorte d'esprit critique par rapport au langage qu'on utilise et à ce qu'on est en train de faire. Bah, c'est un peu la même chose. Et donc, normalement, je suis plutôt sur un public de gens qui sont des agilistes, des gens qui sont pas forcément en train de développer. Donc là, je trouve ça intéressant de pouvoir m'adresser à un public vraiment dev et tech. C'est trop bien, ça m'a manqué. Euh, En ce moment, je travaille pas avec des équipes de dev et donc ça me manque. Et donc, le but du jeu, la première chose à savoir, c'est que bah, on est constamment en train d'apprendre, qu'il faut se demander pourquoi on est en train de faire les choses et comment est-ce qu'on pourrait mieux les faire. Et donc, je me base sur le bouquin de Daniel Kahneman, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui explique en fait que notre cerveau, qui consomme beaucoup de glucose et qui a un avantage évolutif d'être assez fainéant pour prendre des décisions pour pas trop se fatiguer, va avoir un système de décision qui va être je connais déjà, c'est facile, je peux prendre cette décision, c'est bon, ou alors attends, je connais pas ce truc-là, je sais pas trop comment ça marche, je vais prendre 2 secondes et je vais me mettre à réfléchir sur le sujet. Et donc, bah, quand on bosse sur le numérique responsable, la transition du climat, bah, en fait, c'est système 2, quoi. Faut enclencher les neurones et il faut se demander où est-ce qu'on en est, quelles sont les sources, comment est-ce que je peux faire évoluer les choses. Parce que c'est un grand système, ça qu'on va voir ensemble, et que c'est complexe. Ensuite, je vais repartir un petit peu de qu'est-ce que c'est que le numérique. Et il y a quelque chose pareil que je trouvais intéressant à donner. Dans toutes les présentations que j'avais vues, c'était beaucoup les stats, les chiffres, et c'est très important hein, parce qu'on a besoin d'indicateurs et de chiffres pour faire des prises de conscience et se dire ah oui, ok, il faut vraiment qu'on bouge nos fesses sur ces sujets-là. Mais comme c'était déjà présent sur Internet, je me suis demandé comment est-ce que je peux sensibiliser les gens au fait de se sentir partie de ce grand système en fait du numérique. Et donc, il faut savoir que l'empreinte carbone du numérique, c'est à peu près 3 fois le continent français au niveau de son impact pour le mondial. C'est un peu comme si on avait créé un gigantesque machin qui fait 3 fois la taille de la France au niveau de son impact CO2. On a littéralement créé un nouveau continent qui pollue. Et comme tous les continents, il a des avantages et des inconvénients. Donc, dans les avantages, c'est que par exemple, cette conf-là, le fait de vous parler maintenant, d'avoir eu accès à tout ce savoir-là et d'avoir construit toutes ces connaissances-là, bah, j'aurais jamais pu le faire sans la gratuité du numérique. Alors, il faut payer son abonnement Internet, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment de la data, on peut vraiment apprendre, on peut vraiment être autodidacte. Et moi, quand j'avais fait ma reconversion en informatique, avant, j'avais fait du droit. Pourquoi je suis allée en IT? Parce que j'allais rejoindre des gens justement qui partagent, qui apprennent ensemble, qui sont communautaires et qui
permettent un tel accès libre au savoir que c'en est passionnant, quoi. Et donc, bah voilà, ça, c'est les super avantages, par exemple, qu'il y a dans le numérique. Alors, il y en a plein d'autres, le fait d'être en lien, etc. Moi, c'est celui-là que je porte, en tout cas, hein, l'accès au savoir gratuit. Et par contre, il y a aussi des problématiques au fait de faire partie de ce continent-là qui vont être, par exemple, l'accessibilité. C'est-à-dire que nous, quand on voit la difficulté qu'ont les gens de pouvoir, par exemple, accéder au métro quand ils sont en chaise roulante, ben, c'est exactement la même chose quand vous voulez accéder à un site web mais que vous avez une mauvaise vue, que vous êtes daltonien, quand vous avez besoin du son mais vous entendez mal, quand vous n'avez pas l'usage de vos mains, quand on a des difficultés à se projeter dans le fait d'être handicapé et d'aller vers de l'accessibilité en fait des services numériques. Et le numérique responsable, ce qu'on va voir pendant la session, c'est que c'est pas seulement le fait de faire mieux attention au code qu'on fait, aux performances, au matériel, mais c'est aussi le fait de faire plus attention aux humains, de quoi ils ont besoin, comment ils en ont besoin. Et donc voilà, le but du jeu de ce moment-là, c'est de parler du fait que bah, voilà, c'est un grand continent, et donc on a des responsabilités sur nos impacts, certes, mais aussi sur notre façon de vivre ensemble. Et donc pendant tout les premiers 6 mois de cette conférence, que je crois que là c'est ma 14e date où j'en parle, pendant les premiers 6 mois de cette conférence-là, je donnais beaucoup de chiffres, je faisais des jeux avec... Est-ce que vous savez combien ça coûte de matière pour créer un PC de 2 kilos, par exemple? Je sais pas, Denis, si tu as une idée un petit peu de combien de matière il faut que j'extrais pour réussir à avoir un PC de 2 kilos. De matière en termes de minerais de fer, des choses comme ça? Ouais, puis de terre excavée, quoi. Ah oui, effectivement. Presque une tonne, je dirais. Presque une tonne, ouais. En fait, c'est une belle vache, quoi, pour réussir à avoir votre PC de 2 kilos que vous emportez tous les jours. Mais moi, je change tous les ans, en fait. Tu changes tous les ans? Oula. Non, je déconne. T'inquiète, ça vient plus tard, on va en parler. Mais en tout cas, voilà, je faisais un jeu autour de ça pour ludifier. Et il y a maintenant des gens qui font, en fait, vraiment sur l'année, enfin, déjà tous les ans, ça augmente de vitesse, il y a de plus en plus de choses intéressantes. Mais là, je trouve qu'il y a une dynamique qui est tellement chouette, il y a tellement de gens qui rejoignent, qui font de plus en plus de trucs. Donc, si vous avez besoin d'être sensibilisé, en fait, si vous avez besoin de chiffres, il y a vraiment ce qu'il faut sur Internet. Il y aura ce qu'il faut dans les ressources que je partagerai à la fin. Mais c'est important de se rendre compte, et notamment, du coup, je vous invite vraiment, si vous voulez être sensibilisé et avoir des chiffres, à faire la fresque du numérique. Avec la fresque du numérique, cet atelier en 3 heures, il vous permet d'avoir vraiment toutes les informations, tous les chiffres. Si vous avez besoin de factuels, c'est basé sur les rapports du GIEC, c'est basé sur plein d'études. Vous saurez où vous en êtes sur les chiffres. Donc là, mon but, ça va pas être trop de vous parler... Ah, vas-y, Denis. Tu sais, non, juste en termes je sais pas si tu en parleras après, ou si, est-ce que tu sais, en termes d'évolution dans le temps, donc par exemple, tu dis, tiens, il faut compter à peu près, on va dire, 1 tonne maintenant, mais est-ce que ça va dans le bon sens, ou bien est-ce qu'on est plutôt à aller dans le mauvais sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut de plus en plus matière. d'utilisation de CO2 ou de matière? Est-ce que tu sais ça? En fait, la problématique principale, depuis qu'on est parti là sur les grands smartphones, les trucs donc depuis qu'on est parti sur les méga smartphones, déjà on a atteint un bon plateau de trucs qu'il faut qu'on utilise pour créer ça. C'est vraiment, c'est pas tant que ça fait beaucoup plus sur un téléphone unitaire que la problématique de se dire que le continent dont je vous parlais, il est en train de grandir vraiment de manière exponentielle. Donc je vais en parler après plus tard de qu'est-ce qui pollue le plus. Ce qui pollue le plus, c'est les périphériques. Et en fait, le problème, c'est le nombre de périphériques. C'est pas tant le périphérique en lui-même que le nombre de périphériques. Et tout ce qui s'y raccroche avec l'obsolescence programmée, avec l'obsolescence psychologique, etc. Donc c'est pas tant la quantité de matière, là c'est bon, on a bien plafonné, on fait des trucs, c'est bon, on est pas mal, que le nombre de fois qu'on est en train de le faire. Ouais, et puis il me semble avoir lu aussi que pour extraire la même quantité de matière nécessaire, elle est de plus en plus rare, donc on a besoin d'extraire de plus en plus que ce soit de terre, soit de plus en plus de Oh de ouais. contenu, quoi. Oui, Ça, je c'est vais le en problème parler aussi. juste après, avec Ouais. une bonne ressource aussi à aller regarder. Alors, je passe à la celle d'après, je vais vous raconter ça. Et donc, par rapport à juste aux chiffres, ce que je disais maintenant, c'est que je voulais aussi parler de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, donc à différencier de la solastalgie. La solastalgie, ça va être quand on regrette quelque chose qui a existé et qui n'existe plus, un endroit très préservé de notre enfance où on a grandi dans la campagne et qui a vraiment changé et qui a subi des dégradations climatiques, par exemple, ça va être la solastalgie. L'éco-anxiété, ça va être plutôt le fait de vivre intellectuellement et émotionnellement avec de l'angoisse, parce qu'on sait que là, il y a vraiment des problématiques sociétales et environnementales qu'il faut qu'on règle et qui peuvent vraiment faire que c'est difficile à vivre au quotidien. Et donc, un exemple de dissonance cognitive qu'on vit et qui nous fait vivre de l'éco-anxiété, ça va être le fait que notre espèce a permis de faire du ski dans le désert, puisque c'est quand même ce qui peut se passer par exemple au Qatar, les Jeux Olympiques et tout ça, c'est plein de questions de ça.
Mais par exemple, hein, il y a tellement de choses dont on peut parler sur des trucs incohérents de l'humanité. Et dans le même temps, bah là, on peut plus en faire dans les Alpes à certains moments, alors qu'on pouvait le faire avant. Et donc, en fait, l'éco-anxiété, c'est ça, hein, c'est de se rendre compte de ces choses-là. Donc, c'est important les chiffres, mais c'est important aussi de comprendre ce que ça peut nous faire vivre maintenant. Et donc, si vous vous intéressez à ce sujet, je vous remercie en fait d'être là aujourd'hui parce que on a besoin de plus en plus de monde qui accepte de prendre en fait intellectuellement, émotionnellement cette charge pour y réfléchir et pour faire avancer les choses. Et Donc, comment on merci à appelle tous. quand on est sensible à l'écologie et qu'on a plusieurs avions? Et qu'on a Richard, si plusieurs tu nous salons. écoutes. Alors moi, c'est alors, en tout cas en psycho, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Après, on la ressent ou on la ressent pas. On est incohérent avec soi-même ou pas, en fait. Ah non, Donc, c'est Harrison Ford, je dis Richard, je me gourre. ah oui, oh Harrison. Aïe, aïe, aïe. Si tu Mhm. nous écoutes. Eh, On bisous. pourra en parler longtemps, oui. Il y avait une belle ineptie dans les pays, je ne sais plus dans quel pays, dans un centre commercial il y a une piste de ski, enfin il y a une piste Mhm. pour faire du ski, et dans cette piste de ski, il y a un chalet qu'on peut louer où il chauffe à l'intérieur parce qu'il fait trop froid à l'extérieur de la piste de ski. Je crois que C'est c'est au pas en Qatar Belgique, qu'il y a ça. ça? Non, je crois que c'est Non, au non, Qatar c'était pas parce en que je crois Belgique. que la piste de ski se trouve effectivement dans le désert et donc ça imbrique des inepties, effectivement. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est l'inception écologique. Mais je crois que l'être Ça- humain est très inventif Non, sur mais ce de toute genre de façon, choses, malheureusement. l'écologie, c'est un truc de pauvre, hein, parce que les riches, ils s'en foutent complètement, hein. Et ben là, vous êtes en train, voilà, de tirer le fil de pourquoi, quand on travaille sur la transition climatique en entreprise, c'est compliqué. Parce qu'on tire un Mhm. sacré paquet de sujets. C'est plus juste, et encore, hein, c'est vraiment ce que j'avais vécu en passant de Scrum Master, puis petit à petit de Coach Agile, que, quand on est avec l'équipe de dev, on dit, ok, vous bossez sur l'autonomie, vous bossez sur le fait de faire de mieux en mieux, de l'amélioration continue. Ok, moi, entreprise, j'ai besoin d'en savoir plus sur le besoin, j'ai besoin d'aller rencontrer mes utilisateurs. Ouh là là, attends, il y a des gens qui sont chargés pour ça, toi, tu y accéderas jamais. Au bout d'un moment, ça peut être frustrant pour les devs, pour l'équipe de développement, en fait. Et on peut se heurter aux incohérences, en fait, quand on est dans une équipe de développement, quand on est en cycle agile, à des trucs où, en fait, pour faire mieux, il faudrait que tout le monde bouge. Félicitations pour la transition climatique et le numérique responsable, c'est le même combat. Très très vite, on dit, il va falloir que tu revoies Ouais. ton business. On va en reparler juste après. Ce que j'avais intégré aussi au fur et à mesure de l'année, c'est de parler un petit peu des flash news, en fait, de ce qui se passe en ce moment. Et là, c'était assez intéressant ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec la sortie du dernier rapport du GIEC qui exprime les solutions. Donc, vous savez, le rapport du GIEC, c'est en plusieurs volets qui vont faire un état des lieux, qui vont expliquer voilà, toutes les problématiques qu'on peut avoir, les conséquences. Et là, notamment, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et ce que j'avais trouvé génial, en dehors du fait que c'est terrifiant, c'est qu'ils expriment très clairement qu'en fait, on a déjà toutes les ressources. Et je trouve ça important d'en discuter justement avec aussi des publics tech, c'est que c'est pas la technologie en elle-même qui va nous sauver. C'est pas possible en fait. On peut en faire aussi. C'est important d'en faire aussi. On verra tout ce que ça peut représenter. Mais là, on va plutôt devoir attaquer des décisions politiques vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire de consommer moins, de consommer différemment, de changer notre façon de travailler, notre rapport au temps. Ça tire énormément de sujets vraiment sociaux. Mais c'est possible. C'est-à-dire que si on prend des bonnes décisions et qu'on avance, en fait, on peut s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était aussi un message d'espoir. Parce que, en fait, on n'a pas à se reposer sur une grande découverte qui pourrait tous nous sauver, quoi. En fait, c'est chouette, on peut s'y mettre tout de suite. Ouais, mais pardon, tout est écrit dans ton avant-dernière phrase, quoi. En fait, faut pas les attendre. Non, On peut pas, non. parce que le lobbyisme fait que ça sert à rien. Ouais, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette conférence-là, c'est-à-dire que, par exemple, j'étais hier avec le bureau de l'association Agile France et on discutait de est-ce que c'est normal ou pas que les agilistes portent la cause du climat? Est-ce que c'est normal ou pas qu'on bosse sur l'éco-conception, etc. Parce qu'on n'est pas nombreux encore, même si on est de plus en plus, certains coachs agiles à dire ah bon, c'est bon, moi j'ai besoin de parler du climat en fait. Il faut que je bosse sur ça, il faut que j'accompagne en éco-conception, etc. Et donc on s'est dit est-ce que c'est normal que nous on porte ça? Moi, ma conviction, et là je vous parle en tant que Gwenaël, ma conviction, c'est que on est dans un monde du travail tous les jours et que si on peut avoir un impact à notre manière, il faut qu'on l'ait parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette tous ensemble. Les décisions politiques, elles viendront aussi parce qu'on donne un mouvement. C'est ma façon de voir les choses. Voilà, je vous la présente parce que là, c'est moi qui raconte mon histoire, mais on peut la voir de manière différente. Il y a aussi des façons de se donner espoir et de donner envie de changer les choses, hein. Parce que l'important, et c'est ce que je répéterai aussi pendant toute la session là, c'est que faut donner envie de bouger. Parce que la peur, ça immobilise, la crainte, le fait de se sentir incapable, c'est ça qui fait aussi qu'on n'arrive pas à bouger.
Donc, faisons fi des décisions politiques, même si on doit pousser dessus, qu'on doit en parler, qu'on doit faire avancer les choses. Faisons aussi des choses par nous-mêmes parce que c'est ça qui fait que aussi on se sent mieux, dans le fait que tout ça est terrifiant. Si je peux le résumer, un peu comme ça. Mais encore une Et qu'est-ce fois, qu'on peut faire je veux dire de manière pratique, quels sont le type d'actions sur lesquelles il faudrait plus se concentrer? Eh ben, c'est parti. Je te donne la suite de Ah, l'histoire. magnifique. C'est parfait. Coupé Teams. Alors, avant qu'on se lance sur les actions, une dernière chose, hein, là dont je vous parlais, des chiffres, c'est une grande slide où je vous montre en fait qu'est-ce que c'est que le cycle de vie finalement d'un périphérique, par exemple. Donc, en quoi le numérique, c'est un continent qui est vivant, qui fait vivre des périphériques, mais pas que, hein, très clairement, mais c'est un bon exemple en tout cas. Donc quand je vous parle des différents, bilans carbone, des différents scopes, de cycle de vie, qu'on peut aller regarder, il y a vraiment une data à garder. C'est que, tout à l'heure, je vous parlais du fait que, le problème, en fait, c'est le nombre de périphériques. Parce que là, hein, quand on dit c'est 3 fois le CO2, au niveau impact mondial, donc on parle de 4 à 5 en général. On estime que ça va passer à 7 à 8 dans pas si longtemps, dans une dizaine d'années. Donc ça veut dire que c'est vraiment beaucoup et en fait, c'est vraiment beaucoup parce qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser le numérique et à ne pas utiliser suffisamment longtemps nos périphériques et en fait, je vous ai dit, le pire moment, c'est l'extraction. C'est vraiment là, parce qu'en fait, à partir du moment où vous enlevez le cellophane du téléphone que vous venez d'acheter, vous avez craqué son enveloppe CO2 au niveau de 90% de son enveloppe de CO2. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est la pollution numérique vient en très grande partie de l'extraction des matières, de la fabrication des périphériques et ensuite du fait, en fin de vie, qu'on ne soit pas capable de les recycler correctement. C'est vraiment la data à garder. Et donc, c'est ça qui est intéressant en tant que dev, en tant que tech, c'est qu'on se dit, OK, donc nous, on développe des choses pour les mettre sur ces périphériques-là. Comment est-ce qu'on fait pour leur offrir une vie la plus longue possible? Ça va vraiment être une des questions qu'on peut porter, une des grandes actions qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour pas griller, en fait, les composants d'un téléphone? Il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est un des trucs. Si ça vous intéresse, au niveau de l'extraction des matières, il y a la conférence d'Aurore Stéphan, à l'USI, qui en parle extrêmement bien. Alors pareil, après vous allez, faire un câlin, voilà, c'est votre moment peluche et tout, hein, parce que celle-là, elle accroche bien aussi, hein, c'est difficile, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Alors une fois qu'on dit tout ça, qu'est-ce que c'est du coup que le numérique responsable? Maintenant qu'on a vu ce que c'était, le continent du numérique, ses impacts et qu'est-ce que ça représente? Donc le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue. Vive les agilistes, les crafteux, tout ça, on essaie de faire mieux au quotidien qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. C'est vraiment le taf. Et donc comment on fait ça? Il y a une grande carte, alors moi je l'ai représentée comme ça, mais il y a d'autres façons, hein, de la montrer, qui se découpe en 2 en fait. On va avoir tout ce qui est la partie qu'on appelle Green IT, celle que vous devez le plus connaître en tant que tech en général, donc qui va être sur comment est-ce qu'on fait de l'éco-conception technique, comment est-ce qu'on améliore notre code, comment est-ce qu'on améliore les performances, comment est-ce qu'on héberge mieux, comment est-ce qu'on gère mieux les périphériques, et cetera. D'éco-conception produit aussi. Est-ce qu'il faut vraiment développer ce machin-là? Est-ce que vraiment les utilisateurs, ils en ont besoin? Donc tout ce qui est la technique de l'information et de la communication. Et à côté, on va avoir toute la grande partie qu'on appelle l'IT for good. Donc ça va être tout ce qu'on met au service de la transition écologique comme technologie. Et donc quand je vous disais tout à l'heure, la transition climatique, elle va pas se faire juste à coup d'innovation. C'est au sens où l'IT for good va pas tous nous sauver. Ça va aussi nous sauver. Il y a plein de choses, on a besoin de tout le monde et de plein d'innovations, mais on peut pas se reposer que sur ça. Et quand on innove, c'est toujours pareil, il faut qu'on se demande pourquoi et quels impacts ça va avoir, comme le cycle de vie que je vous ai montré, juste avant. Parce que s'il y a bien un truc aussi qui est compliqué, c'est que c'est dur à extraire, dur à fabriquer et que ça pollue. Et puis alors après le recyclage, on est vraiment des tartes. C'est-à-dire qu'en France, c'est à peu près 15 Mettez vos téléphones à recycler, s'il vous plaît, dans la super borne qui est fait pour ça, parce que déjà, au moins, on les récupère, on peut en faire quelque chose. Mais au niveau mondial, c'est environ de 5 hein. C'est-à-dire que vraiment, on crée des trucs qui polluent énormément, qui ont énormément pollué au niveau de leur, création et après on les utilise plus. Donc tant qu'un téléphone est dans votre tiroir, il est pas en train d'être utilisé. Mettez-le sur back parquet, sur tous les trucs de reconditionner, donnez-le à votre maman, au petit frère, voilà, mais faites-les vivre parce que maintenant qu'ils existent, faut qu'ils soient utilisés. C'est vraiment le message que je vous répéterai, souvent. Et finalement, est-ce que c'est pas un problème de réparabilité, des devices? Parce qu'au final, il y a quand même une usure qui est un peu, préméditée par rapport Ah au ouais, enfin, il y a hein. la «règle du maillon faible» entre guillemets, mais Yes! est-ce que c'est pas aussi un des problèmes qu'on a tous les jours à ce niveau-là? Ah oui, j'arrive. T'inquiète, on va en Ah. parler parce qu'effectivement, tu as raison Adrien, c'est un vrai problème. On va parler, Parce j'ai qu'il fait, n'y a pas que le côté matériel, et il il y y a a le pas que le côté côté matériel. logiciel aussi qui n'est pas maintenu, Oui, tout à etc. fait. qui est
qui devient Ouais. obsolète relativement rapidement. Complètement. Et alors, pour ceux qui font qu'écouter, qui ne voient pas les slides, je vous invite à regarder la conf en entier parce que je suis une grande amatrice de mèmes. Et donc, sur toute la partie obsolescence programmée, je me suis bien amusée sur les mèmes pour en parler, justement. Donc, si vous avez envie de vous marrer un peu, ça aide normalement. Cette conférence, elle a été faite pour sensibiliser, mais faite aussi pour se mettre à agir. Et donc, pour pas faire qu'on pleure trop, quoi. Donc, le but du jeu des mèmes, c'était aussi de donner un peu de cheerful, quoi. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais passer sur la phase où je vous explique pourquoi je suis en train de faire cette conférence, parce que finalement, c'était l'introduction du podcast. C'était voilà, en tant qu'accompagnatrice agile qui veut parler du climat, quels sont les murs que je me suis pris et comment est-ce que on peut progresser par rapport à ça. Je parle notamment du fait que quand on traite des complexités agiles, donc avec le super organigramme, avec toutes les parties prenantes, avec machin, il a dit que oui, puis son N+2, il a dit que non, et puis que finalement, ça va prendre 6 mois de plus, et puis que tout ce que vous connaissez au quotidien dans vos boîtes, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous en raconter plus. Finalement, quand on traite de la complexité numérique, quand on traite de la transition climatique, c'est la même histoire, parce qu'il y a plein d'usagers différents. Du gars qui n'a pas de réseau Internet et qui utilise un 3310 d'il y a très longtemps, au dernier qui a l'iPhone 14 et qui ne peut pas supporter d'attendre plus que 0,001 seconde d'attente sur une page. C'est ça, tous les parties prenantes et les usagers que vous avez. Moi, j'ai été Scrum Master sur beaucoup d'applications mobiles à haute fréquence. Effectivement, monitorer pourquoi ça a craché sur le tel téléphone avec de tels modèles, de telle année, waouh, c'est une complexité. À tous ceux qui font du dev pour mobile, force à vous, parce que c'est complexe. Et donc, on va accompagner la complexité numérique, la transition. De la même façon, on va inspecter, adapter, améliorer, on va essayer de prolonger au maximum, et puis recycler, économiser. Donc, c'est vraiment un peu les mêmes outils. Et donc, pourquoi dans les entreprises notamment, parce que tu parlais que tu vas parfois faire ce genre de conférences, de présentations, sur base de quels arguments ils te demandent de venir faire ça? Parce que c'est déjà tellement complexe, effectivement, l'aspect plus, on va dire, technique, qui en Ouais. général, je suppose, intéresse les entreprises, mais qu'est-ce qui les intéresse d'avoir ce genre d'informations en plus? C'est une très bonne question, ça, Denis. Qu'est-ce qui les intéresse? Alors déjà, et on va en reparler souvent, la loi arrive. Donc comme je vous Ah ouais. disais, vous vous rappelez du RGPD Gate, et c'est pareil. Il y a des normes européennes qui vont arriver, des normes ISO, des labels, et donc de plus en plus, on va demander aux entreprises de mettre en place des choses qui sont plus bénéfiques pour l'environnement. On ne peut pas se baser seulement sur la bonne volonté de l'être humain. Et ma conviction, c'est que ne serait-ce que parce qu'en fait, quand on a déjà une charge de travail en flux continu super importante, si on te demande de prendre en plus cette question-là, des fois, les entreprises, elles bossent déjà trop, elles n'en peuvent déjà plus et elles ne sont pas capables, en fait. Donc, à part à donner de la législation, c'est difficile de les faire bouger. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, malheureusement, il y a aussi l'aspect greenwashing. Ça, vraiment, et c'est aussi ça dont je parle dans la conférence, c'est que je l'ai faite pour dire c'est vraiment compliqué et ça implique, et on va en parler après, ça tire beaucoup de sujets. Donc on n'est pas là juste pour faire beau, en fait. Si vous me demandez de venir en parler et de faire que vos employés commencent à y penser, on y pense pour de vrai. Et donc on pense vraiment qu'est-ce que c'est que la décroissance, on pense vraiment qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs humains, etc. Alors entre le moment où ils la commandent et le moment où ça se passe vraiment, des fois ça leur fait bizarre. Ça se passe bien, mais des fois, ça leur fait bizarre. Mais après, j'ai des gens qui me rappellent après pour que je vienne faire des accompagnements chez eux, donc ça tire des choses intéressantes. Mais vous savez, c'est un peu de toute façon comme quand vous voulez mettre en place des nouvelles pratiques de dev qui sont vraiment mieux, ou nouvelles choses quand vous êtes coach agile, on vous dit « Ah oui, oui, je veux que ça soit mieux, je veux qu'on fasse plus de sous. » Tu leur dis « Ok, par contre, pour faire plus de sous, il va falloir qu'on fasse ça, ça, ça. » Et donc, on change. « Ah ouais, oulala, c'est dur quand même ce que tu demandes. » Même histoire. Ouais, donc on va dire heureusement qu'il y a des aspects de contraintes aussi qui vont arriver et qui Ouais. sont là pour pouvoir essayer de faire évoluer dans le bon sens, quoi, ouais. Ouais. Ne serait-ce que je vais vous montrer après sur la courbe de l'innovation, parce qu'on n'a pas tous la même façon de réagir au changement. Alors, je vais avancer juste après. Hop, donc ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Et donc, un des outils que j'utilise beaucoup, c'est la courbe de l'innovation. Pour ceux qui n'ont pas les images, c'est vraiment une courbe gaussienne. Donc, par exemple, comme la pyramide des âges, on voyait la répartition... Enfin, quoi que la pyramide des âges, ça ne serait pas la bonne pour une courbe gaussienne, mais là, comme ça, je n'ai pas trop d'images. Je vous laisserai regarder. Donc en fait, on part vraiment de toutes petites valeurs, on arrive à un pic au milieu de la courbe et puis après on redescend. Et donc pour la courbe de l'innovation, comme n'importe quel sujet, en fait, comme n'importe quelle chose qu'on veut apporter de nouveau, ça passe toujours par les phases du fait qu'au début, on trouve ça stupide, on en rigole. Donc là, entre les années, en gros, 70-90, on s'est quand même beaucoup foutu de la tête des gens qui travaillent sur le climat et qui alertaient.
Mais non, mais ça va aller, mais il y a pas de problème, et cetera. Et je peux vraiment le dire de manière officielle parce que c'est connu par tout le monde. Il y a eu un énorme lobbying, par exemple, de la part de Total pour, faire penser qu'il y avait pas tant que ça d'impact, climatique par rapport à la consommation de pétrole. C'est très grave, vraiment. Donc il y a eu vraiment un lobbying dessus. Puis bon, au bout d'un moment, ça passe de, c'est rigolo à, ça commence à être inquiétant et ça embête. Et on est en train de basculer sur le fait que ça peut être, embêtant, stressant. On peut voir, ce qui se passe, hein, par rapport aux militants écologistes et tout ce qui peut se passer sur le fait que, on recadre le fait que les gens manifestent et expriment des choses, parce que c'est inquiétant. Et puis après, on va finir par trouver ça normal. On va finir par adopter le fait que ça existe et que ça fait partie du jeu. Une des choses que je dis tout le temps dans mes accompagnements, c'est, ça va pas assez vite, je sais. Vous êtes frustrés que ça se fasse pas comme il faudrait, je sais. Mais rassurez-vous, tous les étés, il va faire de plus en plus chaud. Donc vous avez raison. Donc dans tous les cas, ils vont finir par bouger. Faudrait que ça soit plus tôt, mais au moins vous savez que vous allez dans la bonne direction. Et donc pour la courbe de l'innovation, en gros, on a, toute la partie donc de droite de cette courbe, hein, donc de la majorité avec ceux qui descendent. On a à peu près 50 de la masse de votre marché pour une innovation qui, ne va pas venir tout de suite, hein, ce qu'on appelle la majorité tardive et la garde. Ils viendront seulement s'ils se sentent en sécurité ou qu'ils sont forcés. La garde, les 16%, les derniers là, c'est ceux qui, sans les normes, tu les auras pas. Donc pour répondre à ta question, Denis, en fait, ne serait-ce que pour eux, c'est pas la peine. Sans contrainte légale, les 16%, tu les auras jamais, ils continueront. Mais bon, c'est Ouais. aussi, les climato-sceptiques, les gens qui n'auront jamais envie d'en entendre parler. Et donc, ne faites pas, l'erreur que je pouvais faire au début, hein, d'essayer de discuter vraiment avec les gens qui sont climato-sceptiques. Laissez tomber. Si vous voulez vraiment avancer dessus, mettez pas votre énergie. Ils veulent pas bouger non plus, c'est pas grave. Détendez-vous. Allez parler avec tous ceux qui ont besoin vraiment qu'on leur donne un coup de pouce. Les climatos, c'est pas la peine. Et donc, au milieu, avec notre majorité, ce qu'on appelle la majorité précoce, la majorité tardive, eux, ils vont avoir besoin d'indicateurs, de faits, de labels, de choses concrètes pour se mettre à se lancer dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'indicateurs, de mesures, etc. Et qu'on a besoin aussi de sensibilisation. Et donc, faire du numérique responsable, ça va vraiment être ça, hein. C'est comment est-ce qu'on tire, en fait, ces gens-là, des premiers adoptants qui sont nous, en train de faire des conférences, de discuter, pour amener cette majorité précoce, en donnant des outils, en donnant des indicateurs et donc en donnant aussi de la législation. Parce que sans ça, en fait, ils se sentiront pas en sécurité et dans le mouvement d'avancer dans le bon sens. D'autant que, et c'est une phrase de Tom Sinclair que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Hashtag lobby, hashtag Europe, hashtag voilà. Je pense que tout le monde sait, hein, un petit peu, par exemple, qu'est-ce que ça peut être un lobby et qu'est-ce que ça peut représenter au niveau de cette phrase-là. Donc encore une fois, si vous êtes là à vouloir parler de numérique responsable et à m'écouter, ça me fait très plaisir, merci beaucoup, parce que vous faites partie des adoptants qui essayent de faire bouger toute cette majorité-là. Maintenant qu'on a bossé sur le sens et que j'ai expliqué pourquoi une transformation agile, ça arrive avec l'essence, les valeurs, l'orga, c'est la même chose au niveau du numérique responsable. Et donc on va se baser sur un sens, un mindset, des frameworks, des méthodes, et donc par exemple l'éco-conception pour le numérique responsable, mais des pratiques aussi qui vont être le craftsmanship, autant en agilité qu'en numérique responsable. Donc c'est pour ça, moi, les crafteux, je les adore, hein, c'est les meilleurs. Donc quand on sait qu'on se base sur ces mêmes choses-là, je me suis dit, je vais reprendre le manifeste agile et puis je vais le repatouiller avec les équipes pour utiliser ces valeurs-là, mais version comment nous, on a besoin de pouvoir développer nos produits. Le but de cette conférence-là, et ce que je disais à chaque fois aux agilistes, parce que quand même toucher au grand manifeste, ouïe, je leur disais, moi j'y touche, je fais ce machin-là, vous faites le vôtre. Je vous explique ma réflexion intellectuelle et qui a fait que ça a donné envie aux gens avec qui je travaillais qu'on se bouge les fesses, mais vous faites le vôtre. Et il y a plein d'autres outils agiles qui ont été faits. Par exemple, il y a Clémence Bonnet à Suricats qui fait un impact poker qui est très très intéressant, où les product owners priorisent par rapport à l'impact négatif ou positif des features qu'ils vont développer. Il y a plein de choses à faire. Alors moi, j'ai touché au manifeste, mais voilà, c'est de manière très humble. Vous faites le vôtre, il n'y a pas de souci. Et donc, pour la première valeur, qui est normalement les personnes et leurs interactions, plutôt que les processus et les outils, sachant qu'on a besoin des processus et des outils, en tant qu'ancienne Scrum Master, c'était bon joueur, donc voilà, il n'y a pas de souci, mais on privilégie les personnes et leurs interactions. Moi, j'ai proposé l'humain et ses besoins plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les Wholesome Games, mais les Wholesome Games, c'est des jeux qui sont développés avec très peu de technologie, en mode très très light, et qui abordent souvent des sujets qu'on va pas avoir dans les gros AAA, en mode les jeux à Patoon et la grosse perf, même si je suis joueuse de StarCraft 2, donc la grosse perf, j'aime, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'en ai marre de tout le temps devoir changer ma carte graphique à chaque fois que Terry, c'est le nom de mon PC, je l'aime, c'est mon Terry,
À chaque fois qu'il faut que je fasse évoluer Terry, je me dis c'est quand même vachement dessous, c'est quand même vachement polluant. Et donc, j'avais envie de voir s'il n'y avait pas une autre façon de penser le jeu vidéo, quoi. Parce que le AAA, ça va, mais peut-être qu'il pourrait essayer de penser un peu plus light. Et donc, par exemple, je vous propose d'aller regarder tout ce qui est les Wholesome Games. C'est vraiment passionnant et c'est chouette. Ça parle de plein de trucs qu'on voit pas. D'inclusivité, de LGBTQI+, d'émotion, voilà, c'est autre chose. Et ça commence à parler climat aussi. Donc, c'est vachement intéressant. Et donc, il y a un truc qu'il faut qu'on n'oublie pas, c'est que un clicker n'y arrive jamais seul. Et donc, par exemple, je vous proposerai de regarder le travail de Christina Serovey, j'ai réussi à dire son nom à peu près, qui a fait un super boulot sur les dark patterns que vous pouvez retrouver sur Medium ou sur Twitter. Et donc, quand vous êtes en train de réserver un hôtel sur Booking et que vous voulez partir en week-end avec votre amoureuse, votre amoureux, tout ça, et que vous avez sur votre fenêtre plusieurs messages qui vous disent « Alors, il y a 12 personnes qui sont en train de regarder la page, l'hôtel, il a été réservé 3 fois ces dernières heures, il ne reste plus que tant de chambres, etc. » C'est tellement de trucs qui vous poussent à cliquer pour réserver. C'est ce qu'on peut appeler des dark patterns. Où vous savez, quand vous voulez vous désabonner d'un truc et qu'il y a en gros me réabonner, mais même pas avec, il y a marqué me réabonner, il y a juste en mode clic, quoi. Et par contre, continuer à me désabonner, c'est un petit lien URL tout petit dans le coin à droite, là. Tout ça, c'est des dark patterns. Et donc, comme nous, on dev, comme nous, on livre des trucs, on est aussi responsable de ça. Avec le produit, avec l'entreprise. Et donc, vous commencez à voir que ça tire plein de choses. Parce que on est responsable de ce qu'on dev. Oui, faut qu'on en discute avec l'entreprise de ce qu'on dev, quoi. Et donc, alors là, c'est pareil, je pourrais pas toutes vous les citer pour ceux qui ne voient pas, mais toutes les ressources sont sur le site. Je propose toutes les actions possibles qu'on peut faire en entreprise et qu'on peut essayer de mettre en place dans ces équipes pour travailler autour de l'humain et ses besoins. Donc, mettre en place des vies ma vie, développer en mode KISS, aller regarder ce que c'est que les Wholesome Games et s'en inspirer, mais aussi se mettre à la place des personnes âgées. Il faut voir que la loi RIN, qui va être mise en application de plus en plus aussi, va de plus en plus pénaliser si les sites ne sont pas accessibles, notamment pour les grosses entreprises et pour tout ce qui est l'État. Au niveau des US, comme les procès, c'est leur life et qu'ils adorent ça, eux, ils sont déjà à fond. Maintenant, ils peuvent vraiment faire banquer très fort si les sites ne sont pas accessibles. Donc, bon, nous, on n'en est pas là. Mais ça va venir quelque chose, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre population, elle devient de plus en plus âgée. Donc, il va falloir vraiment prendre en compte les personnes plus âgées. Voilà, il y a plein de choses à regarder. Et au niveau d'exploitation des biais cognitifs, n'hésitez pas à aller regarder le super documentaire disponible sur Netflix, toute l'ironie est là, de Derrière nos écrans de fumée, par exemple. Il y a aussi la série Black Mirror, bien entendu, qui parle de ça, mais le truc, moi, qui m'avait plus marqué, c'est quand le patron de Netflix avait été interrogé par un journaliste qui lui avait demandé quel était son plus grand concurrent. Et donc, dans la salle, les gens répondaient Amazon Prime, Disney+, etc. Et le directeur de Netflix regarde très tranquillement et dit Sleeping. C'est le sommeil, son plus gros concurrent. Énorme. Et ouais. Ouais, parce que c'est votre temps qui veut. Donc, tout ce qui est fait pour que vous puissiez vous endormir devant les épisodes à boucle, c'est pas pensé pour rien. Donc, voilà. C'est ça qui est effrayant quand on voit la manière dont Facebook travaille, développe avec des psychologues pour justement nous forcer à rester le plus longtemps possible. TikTok, la même chose, on devient accro alors que c'est tout con, on scrolle et puis 2 heures plus tard, on scrolle toujours, quoi. Ouais. Et j'ai du mal encore avec Facebook, Denis, tout ça, TikTok. Et moi, Facebook, c'est à peu près 5 minutes par semaine. Toi, Denis, ça doit être 2 heures par jour. Facebook moins, TikTok plus, ouais. Ouais. Il y a un documentaire très intéressant sur Arte par rapport il s'appelle Dopamine par rapport à ces comportements. Il est très vieux, il est très intéressant. Ouais. Les shots de dopamine, c'est quelque chose. Du coup, en tant que coach professionnel, c'est les choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui fait que nos émotions ont des actions, font qu'on a des actions et lesquelles, etc. Et effectivement, une fois qu'on met le nez dedans, c'est pareil sur le site, je vous propose pas mal de bouquins sur le sujet. Encore une fois, on est dans cette société-là, on vit dedans, etc. Donc déjà, être sensible, savoir que c'est ça, savoir comment ça a fait, ça permet déjà de désactionner beaucoup de choses. Et encore une fois, ça permet aussi de questionner pourquoi ton PM, il te demande une fois de plus de faire telle feature que tu te dis que vraiment faudrait pas, quoi. C'est ce que Black Mirror essaye de mettre aussi en avant, ces fonctionnalités un peu... c'est très anxiogène. Celui qui suit Black Mirror avec beaucoup d'intention et n'y fait pas autre chose sur le côté va vite comprendre le sens de chaque épisode.
Et moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui où on a l'évaluation, on est auto-évalué par rapport à nos gestes, par rapport à nos actions et inactions, et qu'on se dit, du jour au lendemain, on peut retomber sur quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Et au final, après, quelques semaines, voire mois après, j'entends que dans un pays en Asie, pour pas le citer, c'est le cas. Et que certaines personnes qui font leur travail, dont la presse, se retrouvent à ne plus pouvoir voyager dans le pays parce que ils ont fait leur boulot et finalement, ça les empêche de pouvoir prendre les transports en commun ou d'avoir accessibilité à certains contenus qui leur permettent de faire leur travail. Et c'est totalement à l'encontre de ce que nous, on a toujours imaginé comme liberté d'expression, en tout cas. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, faut qu'on se sensibilise parce que on le construit tous les jours avec nos papates, le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, effectivement. Et c'est bien d'être au courant de tout ça aussi. Je pense aussi, moi, c'est à nos enfants. Moi, j'en ai 2 maintenant qui sont en âge, effectivement, d'utiliser le téléphone et tout ce qui tourne autour. Ils sont poussés là-dedans. En gros, la télé, ils regardent plus, quoi. Ils ne regardent que les appareils et il faut aussi arriver et pour ça, il faut que nous, on soit sensibilisés, mais pouvoir leur faire passer ce genre de message en leur disant: «C'est faites attention, c'est fait pour justement vous «attraper» entre guillemets» Ouais. et donc ouais, Il y a une vraie éducation qu'on peut faire au quotidien à la maison, hein. C'est vraiment c'est de la santé numérique à faire avec les enfants, ouais. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, enfin, en tout cas en Belgique, je pense qu'en France, c'est la même chose. Il n'y a pas réellement de cours associés à ça, cours Non. multimédia, cours d'éducation, réseaux sociaux, on apprend Non. plein de choses, mais alors que c'est des choses qu'ils vont utiliser au quotidien, non. Si, de temps en temps, il y a une séance d'information d'1 heure ou 2, mais c'est tout, quoi. C'est ouais, et c'est pas suffisant, tout comme on n'a pas assez Non. de cours, je pense, au niveau de la politique, de qu'est-ce que c'est que de vivre en société, et cetera. Il y a plein de choses, en fait, de notre quotidien qui sont pas traitées à l'école. Je suis absolument d'accord avec toi, ouais, tout à fait. Ça, je trouve ça incroyable, mais bon. Oui. Et je me rends compte surtout qu'il est 46 et qu'il me reste encore 3 valeurs normalement à vous parler, donc de toute façon, je pourrais pas arriver au bout. Ça, c'est certain, parce que déjà que quand je la donne en 1 heure, il faut que je la speed et je suis toute seule à parler avec moi-même, alors en traitant les questions. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'il est 46, je pourrais pas passer sur tout. Je vais peut-être passer, même sur la fin en vous invitant à aller regarder la conférence parce que j'essaie vraiment de donner un maximum, d'informations. Alors dommage, je peux pas passer sur les bloatware, mais ça m'aurait vraiment plu. Vous savez quand vous, lancez votre Windows et qu'il est en train d'étouffer sous lui-même et que vous passez 1 heure et demie à désinstaller plein de trucs, ça a un nom, ça s'appelle les bloatware. Ne faites pas de bloatware. Voilà, donc On gagne de l'argent comment alors? et les sous alors? Donc voilà, désolée, je vais passer sur toutes les choses dont j'aimerais vous parler sur ces choses-là, mais vraiment, hésitez pas, hein, les retranscriptions sont là. Je vous parlerai pas de Steve Jobs, je vous parlerai pas de Bing vs Google au niveau de son moteur de recherche. Il y a plein de choses à regarder. Et donc, je vous invite à aller regarder les super mèmes sur l'histoire de l'obsolescence programmée, qui se résume à d'abord développer de la belle ingénierie. Et vous avez un petit monsieur sur son vélo qui est très content, mais qui a une barre en fer dans la main. Et donc, nous, en tant qu'ingé, ça nous fait plaisir, hein. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, mais qui explique très bien qu'en fait, nous, ce qui nous fait kiffer, c'est de bien faire les choses et puis de réfléchir et de s'amuser, quoi. Et donc, une fois que vous avez développé de la belle ingénierie, vous inventez l'obsolescence programmée, hein. Donc, de faire que la croissance reparte parce que les choses cassent. Alors, il y a toute une histoire derrière. C'est pareil, je vous mets des ressources. Il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube, qui sont très intéressantes. Et puis ensuite, on se plaint parce qu'on est humain. Et donc, c'est tout le discours que j'essaye de porter par rapport au numérique responsable au quotidien. C'est que on est, là, vous voyez pas, mais il y a les 3 Spider-Man qui se pointent du doigt les uns les autres, avec dessus les biais cognitifs, la croissance et le monde fini. Parce qu'en fait, on est coincé entre ce triptyque-là, quoi. On sait maintenant que notre monde est fini, que les ressources auxquelles on accède sont de plus en plus rares et de plus en plus enfouies, et que donc c'est de plus en plus polluant d'y accéder. On sait que la croissance, en fait, c'est un vaste mythe, et donc il faut qu'on repense nos modèles de société autour du fait que, en fait, c'est pas la croissance qui doit porter notre bien-être. C'est très compliqué à comprendre pour notamment les économistes. Je pourrais parler longtemps des économistes, si ça vous intéresse. Je suis à dispo et il y a plein de choses sur internet qui sont intéressantes dessus. Et on est aussi bloqué par tout ce qui est nos biais cognitifs, en fait, mais qui vont être le fait de l'aversion à la perte, le fait d'avoir accédé à un certain niveau de confort au quotidien, qui fait qu'on a de grandes difficultés à remettre en cause comment est-ce qu'on est en train de vivre tous les jours. Le fait de s'être habitué à changer de périphérique, de téléphone tous les 2 ans pour avoir les dernières technos qui soient de plus en plus rapides, etc., c'est normal, c'est agréable. Et donc, ce que j'essaye vraiment de pousser, c'est que, je vais vous mettre la dernière phrase, hop, c'est dommage, je vous parle pas de la méthode bisou et tout, mais il y a trop de trucs. C'est une phrase de Sartre que j'aime beaucoup, qui dit que l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous,
C'est-à-dire, là, nous qui sommes nés dans une société de consommation avec justement les ressources compensées infinies, la croissance qui pousse le développement, etc. C'est là qu'on est né, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Ok, je suis pas en train de vous jeter la pierre ou de vous blâmer. Et je sais qu'il y a plein de discussions avec les générations précédentes et que c'est très compliqué. Notamment, je viens de terminer le bouquin de Salomé Saké qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, qui est extrêmement intéressant sur ces questions-là, parce que forcément, les jeunes... Alors, j'ai 33 ans, mais je suis pas encore si vieille que ça, mais les jeunes de mon âge et les générations qui arrivent se posent énormément la question de savoir pourquoi la génération qui a vécu dans les années 80, 90, 2000, en plein dans le monde du travail, pourquoi ils n'ont pas pris plus en compte en fait toutes les questions de société qui nous touchent maintenant et toutes les questions écologiques. Donc, je pense, moi, que c'est pas en faisant des fractures générationnelles et en s'entretuant qu'on réglera la question. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que tous on s'y mette pour le prendre en compte et qu'on le travaille ensemble. Donc, l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes, maintenant qu'on en a pris conscience, de ce qu'on a fait de nous. On sait qu'on a tout ça, on sait qu'on a grandi comme ça, on sait qu'on a ces biais cognitifs-là. Comment est-ce qu'on change maintenant, en fait? C'est vraiment ça, le taf pour moi, à faire. Et donc, quand vous accompagnez dans une entreprise, quand vous développez au quotidien, c'est pareil. Ok, j'ai ce code-là. C'est comme quand vous allez attaquer le méchant badge de l'horreur absolue que personne n'a envie de le toucher ou de rajouter une ligne de code parce qu'il est terrifiant. Je pense que tout le monde a un peu connu ça. Moi, personnellement, un jour, j'ai repris du code VBA et j'avais jamais fait de VBA d'un mec qui, je pense, avait roulé sa tête sur son clavier pour coder ce truc-là. Ces variables s'appelaient mon tableau A, mon tableau B. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, tous les chiffres de la boîte reposaient sur ces macros. Donc, il fallait que je règle ça très, très vite en ne connaissant pas le code. Et enfin, c'était une vraie catastrophe, quoi. Et j'ai vraiment expliqué à mon DSI qu'il fallait qu'on reformate tout, qu'on ne pouvait pas repartir de ça, qu'il fallait qu'on recommence, quoi. Et il me croyait pas, donc il a fait venir un cabinet externe qui a regardé, puis qui a dit « Ah non, mais c'est vraiment du code de très mauvaise qualité !» Ah oui. Il est horrible, ce truc. Et donc, faire du numérique responsable, c'est des fois de se retrousser les manches et de dire « Ok, on va aller regarder le badge de l'horreur, on va mettre les mains dedans, on va appeler des crafteux, on va prendre le temps, on va faire de la qualité, on va corriger. » Et en fait, non seulement on va améliorer le temps de traitement, mais en plus, on va pouvoir décommissionner des serveurs. Ça va appuyer votre démarche de qualité, en fait. Ça va appuyer les arguments dont vous avez besoin au quotidien pour faire mieux votre boulot, pour pouvoir vivre dans un environnement technique plus sain, pour pouvoir faire des choses aussi qui sont plus intéressantes. Alors, je vous propose pas d'être drivé par... comment ça s'appelle? C'est la Hype Driven Development. Ça me fait trop marrer, celle-là. C'est développé par la hype avec les toutes dernières techno. Donc, on va pas faire ça, notamment parce que justement, il faut pas qu'on change tout le temps de téléphone et que du coup, on pousse trop sur les composants, etc. C'est toujours sobriété. Mais ça peut vous aider, en fait, ces démarches-là. C'est vrai Sinon, que... il y a un autre truc qui est sympa, au lieu du hype, il y a le CV Driven Development. Ah Tous oui. ceux qui veulent faire leur CV, donc ils utilisent des dernières technologies. c'est un peu le même principe, et c'est vrai que connaissais pas. j'entendais il n'y a pas tellement longtemps un patron de société qui demandait un petit peu quels étaient les trucs astuces là, pour évoluer, et qui disait justement, quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est de l'utiliser et d'arrêter de vouloir toujours réinventer et de repasser aux nouvelles technologies juste pour le plaisir. Et c'est vrai qu'en tant qu'informaticien, que des développeurs, on a souvent tendance à vouloir faire ça, à dire tiens, il y a un truc qui marche, moi je vais le refaire. Il y a une nouvelle techno qui est là, je vais l'utiliser, alors que ça fait des années que ça fonctionne. Et voilà, pourquoi le refaire? Et ouais. Et en plus, vas-y, Adrien. Après, ce qui est juste dommage, c'est que, par exemple, des grosses sociétés comme Microsoft ou autres ont des frameworks comme .NET, qu'on connaît tous, enfin, toutes les personnes qui sont ici se développent sûrement là-dessus, où il y a quand même déjà, dès le départ, une prématurité, enfin, une obsolescence programmée, puisqu'il n'y a pas de support à très, très long terme, puisque finalement, après 3 à 5 ans, il n'y a plus de support sécurité. Donc, potentiellement, il faut déjà avoir une vision quand on commence à développer sur la réécriture, voire sur la migration vers les nouveaux frameworks. Et ça, je trouve ça un peu dommage au final. C'est vrai. Surtout que c'est pas quelque chose qu'ils ont pris en compte. Et notamment quand vous faites de l'éco-conception, qu'elle soit technique ou produit, il faut savoir que 80% des impacts, que ce soit climatique ou accessibilité, peuvent être traités au moment de la phase de conception si vous la faites en éco-conception, c'est-à-dire en prenant en compte le fait que votre produit va avoir un cycle de vie. Et donc, si tu es Microsoft, que tu fais .NET et que tu te dis de toute façon, dans 5 ans, tu as intérêt à avoir bougé tes fesses et avoir passé à la version du dessus, ça veut dire que tu as déjà conçu ton produit comme étant de toute façon obsolète, comme tu le disais, Adrien. Donc, ça dépend vraiment de comment vous vous positionnez, comment est-ce que vous choisissez de créer votre architecture dès le début. Et c'est vraiment intéressant, en plus, c'est un vrai challenge. C'est une des slides là que j'ai passées, mais que je trouve passionnante là-dessus, c'est que si vous découpez votre budget par 2, vous commencez à faire avec moins, quoi. Vous commencez à penser un petit peu à
à réduire les coûts, à travailler un peu sous la contrainte. Mais c'est si vous développez votre budget par 8, si vraiment vous enlevez tout, que là, vous faites de la sobriété, en fait. Parce que la sobriété, c'est vraiment de se casser la tête. Mais c'est passionnant. Encore une fois, c'est des vrais problèmes d'ingénierie. Mais c'est Moi, j'ai comment pas de est-ce qu'on peut budget, faire donc en à live, partir quoi. de là, je suis sobre. T'as pas de budget, Christophe. Mais c'est vrai que c'était des questions qu'on se posait moi j'ai commencé il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. On se posait ce genre de 50 questions ans. sur des aspects plutôt de sobriété, parce que là, on était limité techniquement, c'est encore une fois C'est l'aspect ça. technique. Mais C'est parce que la tu étais à base de données, l'université, tu voulais être sobre, c'est différent. oui, ça aussi, ouais. Hein. Ce que je disais Non, mais juste c'est vrai. avant Et off, alors que Denis, quand maintenant, tu n'étais pas encore là, c'est que nous, on codait sur des calculettes qui n'avaient pas de mémoire, ce qui fait que chaque caractère était important. Les tout à jeunes fait. développeurs qui sont arrivés, nos limites, les gars. Nous, on a Ouais. nos limites. Et Mm. donc, en fait, tu sors les gros bousins en soft. Et c'est ce que je disais à Gwenelle. Si vous ne connaissez pas, c'est la loi de White. Mm. Si vous avez entendu parler, c'est en gros, c'est pas la loi de Moore, hein, aucun rapport, mais de mémoire, elle dit plus les machines sont performantes, plus les logiciels sont lents, quoi. Mm. Et quand Windows Ouais, Vista est c'est ça. sorti, c'était ça en fait. Il fallait des machines hyper performantes, mais Vista était hyper lent en fait. Ah Il y a ouais. eu un changement comme ça, mais il n'y a pas que cet exemple-là, il y en a plein d'autres en fait. Je me rappelle Et, d'ailleurs d'avoir acheté un PC pour mon frère qui commençait ses études. On l'avait lancé et il était en train de crever sous Vista en se lançant. ouais. Mais c'est quoi ça en fait? Et c'est toujours d'actualité cette loi, malheureusement. Ouais, ouais. Mais Oui, tout c'est comme toujours un d'actualité. Et c'est tout. vrai que souvent, quand il y a des problèmes, je reviens sur ce que tu disais, Christophe, quand il y a des problèmes parfois sur des sauves des applications, on va dire, bah, au lieu de regarder pour corriger, d'essayer de trouver, bon, on rajoute une barrette de mémoire et c'est bon, quoi. C'est ça. Je Le vais vous problème lire est juste résolu. un truc 2 secondes, justement sur la loi de Wright. Source Wiki. La suite d'Office de Microsoft Office a vu ses exigences matérielles se multiplier en 8 ans, passant d'un processeur Pentium à 75 MHz pour Office 2000 à un processeur Pentium 500 MHz pour Office 2007. Cette évolution est la plus prononcée. Enfin bref, et le logiciel était plus lent. Mm. Mhm. Bah ouais. Terrible. Mm. Après, c'est parce que les gens, ils vieillissaient, ils avaient de l'arthrose dans les doigts, du coup, ils écrivaient moins vite leurs lettres. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, on a des réflexions à devoir faire là-dessus. En tout cas, très, très intéressant comme sujet. Moi, j'ai juste une Et question, je ne sais pas si tu beaucoup de choses. l'abordais durant la présentation, c'est quels sont les KPI, comment est-ce qu'on peut évaluer des KPI par rapport à ça? Est-ce que tu donnais des exemples ou pas? Parce que c'est peut-être un point d'entrée au départ, c'est de s'auto-évaluer et de regarder comment on Yes. peut évoluer. Bah, notamment, alors, pour tout ce qui est bilan carbone des SI, là, il y a l'INR qui vient de sortir un truc génial, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit d'ailleurs pour aider votre entreprise, parce que là, ils proposent une version assez costaud et gratuite en ce moment, parce qu'ils font des études dessus, hein, donc ils bossent avec des universitaires. J'étais la semaine dernière à Pau, au Info RSID, justement pour présenter mon travail, et j'étais avec Vincent Courbalet qui, justement, travaille dessus. Sur l'INR. Donc ça, n'hésitez pas à regarder hein, leur calculateur. D'ailleurs, il y a un calculateur light qui est tout le temps en ligne et qui peut être intéressant pour vous. Donc ça, c'est vraiment au niveau bilan carbone de votre SI. Comment est-ce que vous pouvez commencer à embêter votre DSI et à lui faire avoir des plaques d'eczéma, le pauvre. Et puis sinon, après, vraiment pour vous, en fait, alors, bah, allez regarder la conf en entier parce que ça va parler ensuite de tout ce qui est... les différentes choses qu'on peut faire, comment on peut penser les choses en fait. C'est-à-dire, bah, comment est-ce qu'on peut faire moins de fonctionnalités, mieux concevoir, etc. Mais au niveau des KPI, vous pouvez regarder vraiment, par exemple, un truc que j'avais pas mal bossé, c'était comment est-ce qu'on fait pour faire que les perfs des applications soient vraiment, vraiment, vraiment meilleures par rapport justement au fait que nos utilisateurs n'avaient pas le dernier iPhone. On avait des utilisateurs qui avaient bas processeur et donc il fallait qu'on travaille dessus. Et donc, bah, mettez-vous comment dire ça? Mettez-vous un objectif. Donc, si vous voulez, par exemple, augmenter vos perfs, parce que de toute façon, les perfs, ça fait qu'on consomme moins, etc., bah, vous regardez, vous en êtes là, vous vous mettez des objectifs et puis vous refactorez, vous améliorez, etc. En fait, il faut choisir déjà un premier truc sur lequel vous avez envie de bosser, vous mesurez là où vous en êtes, et à partir de là, vous faites de la restriction. Mais ça peut être sur le poids de votre site, le poids de votre code, comment est-ce que vous utilisez, par exemple, les vidéos en autoplay, enfin, mais en fait, vraiment le truc à saisir, et c'est pour ça que c'est dommage de pas pouvoir faire tout en même temps, mais c'est vrai que c'est long après si vous me lancez, je pense que vous avez remarqué. La problématique, c'est que tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande solution au fait de rendre votre site light, de rendre votre application light, c'est plutôt comment est-ce que dans chacune des domaines de votre vie quotidienne avec votre équipe, vous pouvez aller regarder ce que vous pouvez faire de mieux.
C'est vraiment ça, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau de les perfs, au niveau de l'interface, etc., quoi. C'est penser le tout globalement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de promouvoir comme message. Et après, sinon, ça me prendra du temps, Adrien, de te répondre sur chacun des métiers, parce que je travaille avec la practice data, la pratique cloud, tout ça dans mon ESN, mais du coup, chacun ont leurs outils, chacun ont leur façon d'aborder les choses, en fait, et de mettre des indicateurs, quoi. Moi, j'ai le temps, mais peut-être durant un autre podcast, si tu as l'occasion de revenir, Yes, avec ça plaisir. peut éventuellement être sympa. Ouais, on pourrait continuer tout ça aussi, ouais, effectivement. Mais malheureusement, effectivement, le temps avance. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais terminer, par lequel terminer, sinon on conclut un petit peu cet épisode. Non, du coup, voilà, c'était pour conclure sur le fait que si vous faites pas d'agile washing au quotidien, vous ferez pas de greenwashing. Donc ça, c'est pour les agilistes avec qui je bosse, mais finalement, pour les devs, c'est un peu pareil, hein. Si vous faites pas n'importe quoi au quotidien, que vous voulez faire du craft, vous ferez pas non plus, en fait, de mauvais numérique, quoi. Et puis... Et je vous laisse sur un petit jeu parce que j'aimais bien le donner en conf. Donc là, je vous présente, pour ceux qui ne voient pas, c'est des chaussettes en tissu avec marqué donc Netflix dessus. C'était des chaussettes DIY qui étaient vendues sur leur site et qui permettaient en fait, à chaque fois que vous vous endormiez, de mettre en pause Netflix pour que vous ratiez pas l'épisode, quoi. Et donc, il y a cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on rajoute et qu'on se la mette dans la tête que ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils se sont demandé s'il fallait le faire? Et donc, pour ce soir, votre petit jeu, faites un concours avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, tout ça, vos amis, sur le concours des 10 innovations les plus cons, en fait, qu'on n'aurait pas dû faire, les chaussons chauffants, toutes ces conneries-là, quoi. Voilà, Et c'est ça un se bon vend petit jeu. vraiment, ça? Ça s'est vendu, ouais. Ah ouais. Ouais, les humains, ça fait des trucs, comme je dis souvent. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est terrible. Voilà. Et donc, mais parfait. là, il y a le QR code des ressources, donc je te donnerai le Nickel. lien, Denis, et puis merci On beaucoup. mettra ça dans les notes de l'émission. Ah, j'ai pas été assez vite pour le scanner. Ah, Je veux bien attends, revenir 2 secondes. Ouais, Merci. voilà. Un grand merci en tout cas. C'est un sujet, je pensais pas qu'il serait aussi, je vais pas dire intéressant, mais aussi complet, qu'il y aurait autant de choses à pouvoir dire. Donc, on verra effectivement si on peut pas, d'ici quelques semaines, quelques mois, refaire un nouvel épisode, aller plus loin dans certains aspects ou approfondir certains sujets. On verra tout ça. Plaisir. En tout cas, Je suis merci contente beaucoup. si ça a été Ouais. intéressant pour vous. En tout cas, pour moi, Ouais. oui. Donc, on verra un petit peu les résultats des commentaires, mais oui. Tu Très voulais dire quelque intéressant. chose? Ouais. Voilà. Donc, je ne suis pas le seul, effectivement. Donc, si vous voulez et vous appréciez le podcast, venez nous soutenir via tipeee.com/devaps. C'est déjà ce qu'on fait. R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois qui est là et Mickaël Fiorito. Merci à vous surtout. Et n'oubliez pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez rajouter des pouces bleus, comme on dit, hein, ou de venir mettre des commentaires et on transmettra les commentaires à Gwenaël si jamais ce sont des questions, par exemple. Un grand merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode et peut-être aussi un épisode sur le green. Voir un petit peu comment on peut mettre tout ça en place. Merci beaucoup. Ça marche, merci à tous. Salut. 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 Salut, merci.